Bonjour à tous. Alors je suis Eleonore Van Hoogart, je travaille pour la plateforme Picart de concertation pour la santé mentale et aujourd'hui j'animerai, la conférence et madame Doug que vous avez vue juste avant travaille elle pour le CLI, consultation et liaison intersectorielle et sera là en support technique pour nous aider aujourd'hui. Alors le 10 octobre, je replace un peu le cadre, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale, qui est toujours l'occasion de se rappeler qu'il est bon de prendre soin de soi, mais aussi de sa santé mentale, y compris de sa santé mentale, et qu'il existe pas mal de ressources et d'outils. Chaque année, dans le cadre de cette journée de la santé mentale, le CRISAM organise la semaine de la santé mentale, où donc CRISAM, centre de référence en santé mentale, où ils mettent en avant, entre autres, tous ces outils qui peuvent exister dans le paysage de la santé mentale autour de nous. Cette année, le CRISAM a contacté le réseau, donc réseau avec H, qui est le réseau Énuyer pour l'épanouissement et la santé mentale des enfants, adolescents et usagers assimilés, pour participer à cette semaine de la santé mentale. Et ils ont pris rapidement contact avec l'ensemble de leurs partenaires pour construire ensemble cette semaine de la santé mentale où, au lieu de faire une seule journée, il est vite apparu qu'il fallait faire une semaine parce qu'il y avait beaucoup de propositions, de thématiques à aborder et de choses à dire et à présenter. Que dire de plus? L'idée était vraiment de, en fonction des thématiques, choisir des outils et les présenter. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est celle du stress chez les enfants et chez les jeunes, pour lesquels un outil est apparu lors du confinement, qui s'appelle Home Stress Home et qui a été créé par l'UMONS. Donc, dans ce cadre-là, on reçoit de l'UMONS Madame Justine Gau, qui est chef de service de psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent et chargée de cours, Madame Laurence Ries, chargée de cours et chef du service de neurosciences, et Madame Andy Rossignol, chargée de cours dans le service de psychologie cognitive et neuropsychologie. Avant qu'on commence, quelques petites règles techniques pour que ça se passe au mieux. Donc de bien garder vos caméras et vos micros coupés le temps de la présentation au moins. Il y a un chat sur le côté, donc en fait, quand, je ne sais pas si tout le monde voit bien où on a accès au chat, quand vous bougez votre souris en bas de votre écran, il est mis chat, si vous cliquez dessus, le chat s'ouvre et vous pouvez écrire dedans. S'il y a la moindre question technique, posez-la dans le chat et Véronique Daug y répondra. Et puis moi, je reprendrai les questions et à la fin de la présentation, on fera le tour des questions et les intervenantes pourront vous répondre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation et des aspects techniques, donc maintenant je cède la parole pour la présentation. Bien, voilà, bonjour à tous, bienvenue et merci de vous être inscrits à cette présentation et bien surtout merci aux organisateurs de cette semaine de la santé mentale pour nous donner l'opportunité de présenter cet outil. Donc, comme il vous a été dit, c'est un outil qui est né du confinement et donc juste un petit peu de contexte. Si la slide suivante veut bien passer. Bon, voilà. Donc, on est évidemment dans le contexte de la pandémie Covid-19 et j'ai repris les chiffres ici du début du mois d'octobre. Donc, en Belgique, 137 000 cas et 10 000 décès. Donc, c'est évidemment une problématique dans laquelle on se retrouve maintenant de plus en plus et qui n'est pas malheureusement pas encore terminée. Et donc, ça s'est accompagné de mesures au niveau national puis au niveau local pour contrôler l'épidémie. Et la mesure principale première qui avait été prise au mois de mars, c'est le confinement complet avec la limitation des contacts sociaux de manière extrêmement importante, fermeture des écoles, fermeture des clubs sportifs et donc évidemment de nouveaux facteurs de stress qui se sont présentés pour l'ensemble de la population. Il y a tout d'abord, bien sûr, un facteur d'incertitude parce qu'on ne savait pas alors à l'époque combien de temps ça allait durer, vers où on allait. On ne le sait toujours pas vraiment en réalité. Une perturbation des rythmes, tant des rythmes scolaires que des rythmes sociaux au niveau des familles et malheureusement également la peur d'être malade ou qu'un proche tombe malade.
Et donc, tout ça entraîne une détresse psychologique et cette détresse, eh bien, elle a été documentée donc dans un article évidemment tout récent qui peut se porter sur 4 niveaux différents, au niveau corporel, au niveau interpersonnel, au niveau cognitif et au niveau comportemental. Alors, au niveau corporel, pardon, ça va se marquer par soit une peur des symptômes corporels, c'est-à-dire qu'on sait que la maladie arrive par le corps, donc par la respiration, par les poumons, et donc on va avoir peur de s'exposer, d'exposer notre corps, et d'autre part, on a peur de tomber malade, donc on a besoin de se protéger, de protéger notre corps. D'un point de vue interpersonnel, de nouveau, deux aspects qui sont antagonistes, la peur d'être contaminé par les autres, mais également la peur de contaminer. Et on a retrouvé notamment cette peur dans le personnel soignant très très fort qui, de par leur métier, eh bien, se sentaient particulièrement à risque de contaminer leurs propres patients et donc avaient ce stress supplémentaire. D'un point de vue cognitif, de nouveau, deux aspects complètement antagonistes, la peur de savoir, et donc on est noyé d'informations, et donc on a parfois trop d'informations et on préfère ne plus savoir, ne plus écouter ce qui se passe, ou au contraire, la peur de ne pas être au courant, et donc d'être collé à son téléphone, à ses informations en permanence pour savoir quelles sont les dernières nouvelles. Et finalement, d'un point de vue comportemental, la peur de mal faire, et donc on tombe dans l'inaction, dans l'indécision, puisqu'on ne sait pas quel est le bon comportement à adopter, ou au contraire, la peur de l'inaction, en fait, qui est absolument s'occuper pour éviter de trop penser, et éviter de tomber justement dans ce stress. Et donc, ce stress crée une détresse psychologique et on a plusieurs études qui ont montré qu'on touchait évidemment toute la population, mais plus particulièrement évidemment les professionnels qui étaient en contact direct avec le virus et avec les patients, mais également les personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui souffrent de maladies mentales en particulier, et les personnes hyperconnectées qui sont vraiment en alerte maximale. Et puis, il y a les enfants et les adolescents, et cette cible particulière, qui est particulièrement sensible, nous semblait très peu documentée, et en tout cas, il y avait très peu de choses qui s'adressaient directement aux enfants ou aux adolescents, et qui prenaient en compte cette détresse psychologique dans le cas particulier du confinement. Or, il a été montré dans des études précédentes et dans des cas d'épidémies et de pandémies précédentes que les enfants étaient particulièrement sensibles à ce stress avec toute une série de facteurs, mais les principaux étant évidemment l'isolement social, l'anxiété par rapport à ce retrait de la vie sociale et de l'école et la peur du futur et de ce qui va se passer. Et donc, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est stressé, il y a un risque d'anxiété qui peut évoluer vers des troubles plus graves, des troubles de l'alimentation, du sommeil ou des troubles anxieux persistants. Et c'est ce qui va ici nous intéresser. Alors, juste quelques petites définitions. Quand est-ce qu'on va parler d'anxiété pathologique? Finalement, on va parler de pathologie lorsque cette anxiété va perturber le fonctionnement normal, lorsqu'elle va durer dans le temps et lorsqu'elle ne pourra plus être contrôlée, donc pour laquelle on n'aura plus accès à la volonté. Et donc, on va s'associer à toute une série de comportements d'évitement. Alors, parmi les troubles anxieux, donc on a différents types d'anxiété que l'on peut caractériser et que l'on va d'ailleurs étudier avec nos outils. Donc, parmi ces troubles, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée, le trouble panique et l'anxiété sociale sont les principaux. Et on retrouve également des troubles obsessionnels compulsifs que l'on peut détecter également grâce au questionnaire. Alors, juste pour le mentionner, à côté des troubles anxieux, il y a également possibilité de retrouver des troubles dépressifs. Quelle est la grande différence? Évidemment, c'est qu'au niveau de l'anxiété, on va se préoccuper de ce qui peut se passer, donc on va anticiper le pire et donc on va craindre le futur, alors que les troubles dépressifs s'expriment plutôt par le passé et sur ce qui s'est déjà passé dans notre vie.
Alors, on constate finalement pendant le confinement, en discutant beaucoup entre nous, que cette problématique est présente et qu'il y a besoin d'une prise en charge précoce des symptômes anxieux et surtout qu'il y a besoin, nécessité de s'adresser aux enfants et de cibler particulièrement cette anxiété chez les enfants et chez les adolescents. Et malheureusement, au cours de cette crise sanitaire, eh bien, là, il y a une grande difficulté d'accès aux soins en général et aux soins en santé mentale en particulier. Et donc, il y avait une nécessité de développer des méthodes alternatives. Sont arrivées la téléconsultation et de notre côté, eh bien, il y a eu cette intention, cette idée de développer un outil de self-care qui est par ailleurs recommandé comme un outil de première ligne, en fait, accompagnant les soins de première ligne et qui pouvait être utile dans le cas de confinement, justement. Alors, on vous a présenté notre origine, hein. On est à l'Université de Mons, on travaille dans l'Institut de recherche santé et notre particularité, c'est d'appartenir à des disciplines différentes, de psychologie clinique, de neuropsychologie et de neurosciences. Et donc, c'est vraiment en réfléchissant ensemble à différents niveaux de compréhension, au niveau comportemental, au niveau cognitif, au niveau plus neuronal, que l'on a construit le site et qu'on a construit le concept de la prise en charge. Donc, on est sur une approche transdisciplinaire de l'anxiété. Et la volonté était évidemment d'offrir un outil directement accessible aux personnes concernées, c'est-à-dire adapté à l'âge des participants. Alors, on est à l'université, on est intéressé par la recherche et donc, bien entendu, c'est également un outil qui va nous permettre de réaliser des recherches et de mieux comprendre la problématique de l'anxiété, mais une recherche-action, c'est-à-dire une recherche orientée vers les solutions et vers un apport vis-à-vis du public. À cela s'accompagne une réflexion sur les outils que l'on propose, puisque nous sommes en construction, nous sommes en développement, et il y a vraiment, on le verra dans les résultats, toute une réflexion qui a été portée sur l'utilité des outils et sur leur fonctionnalité. Alors, quels étaient nos objectifs? Proposer des outils validés aux jeunes enfants, adolescents et aux jeunes adultes. Pour ce qui concerne les tout jeunes enfants, on s'adressait également aux parents des jeunes enfants afin de pouvoir évaluer leur niveau d'anxiété. Et puis, en fonction de leur état d'anxiété, leur permettre d'avoir un feedback, un retour, de manière soit à les rassurer, soit au contraire à leur donner un petit signal qui leur fait dire il serait peut-être intéressant de consulter, de prendre contact avec un professionnel de la santé mentale. Et donc, en aucun cas, l'idée était de se substituer aux professionnels de la santé mentale, évidemment, mais de juste apporter un outil complémentaire et finalement d'offrir des ressources en ligne qui permettaient de combattre cette anxiété. Comme on l'a dit précédemment, différents groupes d'âge, et donc de 3 à 7 ans, là, la cible, c'était évidemment plutôt les parents, donc on s'adressait aux parents, mais de manière à ce qu'ils puissent travailler avec leurs enfants directement, c'est-à-dire expliquer aux enfants, et donc il y avait toute une méthodologie adaptée pour la compréhension des jeunes enfants. Puis, pour les enfants et les ados, on avait séparé le groupe, mais là, on avait une information qui était directement adressée aux enfants et aux ados. Donc, de nouveau, la terminologie était adaptée à l'âge des utilisateurs. Et puis, les jeunes adultes de 18 à 25 ans, là, l'idée, c'était de cibler la transition, c'est-à-dire quand nos adolescents deviennent adultes et doivent se lancer soit dans des études, soit dans la vie professionnelle. Donc, une période charnière qui est également particulièrement délicate en termes de stress et d'anxiété. Alors, à quoi les participants ont accès via le site web Home Stress Home? Tout d'abord, des informations générales sur le Covid-19, comme on peut en trouver maintenant, évidemment, dans beaucoup de sites, mais également de l'information sur l'anxiété et d'expliquer que pour toute une série de choses, l'anxiété est normale, n'est pas pathologique, et donc il ne faut pas craindre de présenter de l'anxiété quand une situation si particulière se présente, qui est celle de la pandémie et du confinement, mais que dans certains cas, cette anxiété peut devenir pathologique, et donc il y a des outils d'évaluation de cette anxiété, des outils validés, adaptés à l'âge, avec un feedback automatique vers l'utilisateur qui lui donnait son niveau d'anxiété générale, et puis finalement des outils de gestion de l'anxiété. Alors juste pour illustrer le site, donc des informations, comment cela se présente. Donc chez les jeunes enfants, on avait de l'information aux parents et puis de l'information à lire avec les enfants, donc avec un texte adapté
pour les enfants, de telle manière à pouvoir travailler en famille. Et c'est ce qui nous est revenu finalement des utilisateurs, c'est que ça permettait d'ouvrir la discussion en famille et d'aborder cette question de l'anxiété au sein de la famille. Puis, d'un point de vue des questionnaires utilisés pour évaluer l'anxiété, donc là, c'est des batteries de tests qui sont validées en français, avec des échelles différentes en fonction de l'âge. Donc, chez les jeunes enfants, une échelle d'anxiété préscolaire en 28 questions qui permet d'évaluer les symptômes et de les classer selon la terminologie que l'on a vue dans l'introduction, anxiété généralisée, sociale ou anxiété de séparation, ou encore les TOC et la peur somatique. Pour les enfants de 8 à 18, donc les enfants et les ados, c'était la même échelle, le RCADS, qui permet également de séparer les différents types d'anxiété, mais qui en plus mesure la dépression chez les enfants. Et finalement, chez les adultes, on a une échelle adaptée pour les jeunes adultes, l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress. Donc cette fois-ci, on évalue l'anxiété globale, c'est-à-dire on n'a plus de différenciation des différents types d'anxiété, c'est l'anxiété générale, mais on évalue en plus le stress et on évalue également la dépression. Et donc, on avait en plus de cela une échelle de stress perçu, donc là où les gens estimaient eux-mêmes leur niveau de stress et permettaient de comparer l'impression qu'ils avaient d'être stressés à le stress réel et l'anxiété réelle grâce au questionnaire. Donc, finalement, une fois qu'ils passent les questionnaires d'évaluation, ils reçoivent un feedback qui leur dit « Vous êtes très peu anxieux, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, vous êtes légèrement anxieux, vous pourriez profiter d'outils mis à votre disposition ou, petit signal d'alerte, vous pouvez vous tourner vers des professionnels et ce serait intéressant pour vous. » Pour ce qui est des outils, il y en avait 3 gammes d'outils, 3 boîtes à outils, de la psychoéducation sur les émotions, de la psychoéducation sur l'anxiété en général, et puis des audios. Alors, au niveau de la psychoéducation des émotions, très simplement, dans un langage adapté aux utilisateurs, c'est-à-dire à l'âge des enfants, c'est quoi une émotion, pourquoi nous avons des émotions et comment on peut les gérer. Pour ce qui est l'anxiété, comment fait-on la différence entre du stress et de l'anxiété et comment va se reporter, comment on va se matérialiser l'anxiété sur notre comportement et comment gérer cette anxiété. Et les exercices en audio, c'était des exercices de respiration, de pleine conscience ou de relaxation qui étaient proposés. Et donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Mandy Rossignol qui va vous présenter les résultats de l'étude. On ne t'entend pas, Mandy. C'est systématique. Je disais, bonjour à tout le monde, merci Laurence pour la transition. Donc moi, je vais vous présenter les résultats généraux obtenus lors du post-test, du pré-test, pardon, donc pas les résultats spécifiques à notre outil, donc pas le résultat d'efficacité de notre outil, mais bien le profil des participants qui sont venus le visiter finalement, et ce que je peux vous dire aujourd'hui de l'effet du confinement sur le stress et l'anxiété des enfants. Donc notre site était francophone, ce qui fait qu'il était ouvert aux participants parlant français, mais donc également aux participants français et luxembourgeois, par exemple. Malgré tout, on a une grosse majorité de visiteurs belges. C'est à peu près 95% des visiteurs qui étaient belges. Et donc là, je vous parle ici de résultats qui portent sur à peu près 1000 participants. Sur ces 1000 participants, 76% des enfants et des adolescents et 66% des adultes n'avaient pas été confrontés au Covid. Donc ça veut dire, la question de la confrontation au Covid, c'était est-ce que vous ou un de vos proches ou quelqu'un que vous connaissez est tombé malade à ce stade? Et donc la réponse était non pour une grande majorité des personnes. Donc c'est pas ça le facteur qui les conduit à être anxieux. Et la même proportion de personnes ne rapportaient pas de perte de revenus, ce qui veut dire qu'à l'inverse, 23% des enfants et 33% des adultes avaient observé une perte de revenus. On peut imaginer que ce sont les personnes qui ont été confrontées à la maladie ou à celle de leurs parents. Chez les adultes, on avait 70% d'étudiants, donc ça signale bien que cette population-là des étudiants est particulièrement intéressée par ce type d'outils. Et les études ont déjà montré dans la littérature que les étudiants sont parmi les personnes les moins promptes à aller chercher de l'aide chez un professionnel et à l'inverse, parmi les personnes qui bénéficient le plus d'outils en ligne parce qu'ils ont une culture de découverte des sites ou des applications. Donc ce sont vraiment les utilisateurs qui sont les plus prompts à aller chercher l'aide en ligne.
Quand on regarde l'évaluation de l'anxiété telle qu'elle a été réalisée par les participants, on peut voir que 50% des adultes et 60% des enfants déclarent s'être ressentis plus anxieux que d'habitude depuis le confinement. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce qu'à nouveau, on s'intéresse aux personnes qui viennent visiter le site. Et si on a une personne sur deux chez les adultes et 6 enfants sur 10 qui se sentent plus anxieux que d'habitude, mais ce sont vraisemblablement, pour certaines personnes, des jeunes qui sont déjà anxieux à la base. Parmi eux, la moitié déclarait cet été être moins anxieux depuis le confinement. Ça veut dire également que la moitié reste anxieuse malgré la disparition du confinement. Parmi les variables impactant le niveau d'anxiété, on voit ici les barres pour les enfants. On peut voir que ce qui va le plus impacter l'anxiété chez les enfants, c'est le fait de ne pas voir ses amis et le fait de ne pas voir sa famille. Les autres variables, comme le fait d'être contaminé ou de réaliser le travail scolaire, sont un peu moins prégnantes. Donc ici, il devait coter entre 0 et 10 dans quelle mesure cette variable-là était responsable de l'accroissement de leur niveau d'anxiété. Et on peut voir que la contamination chez les enfants, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est massif, ce n'est pas ce qui ressort en premier lieu. Par contre, chez les adultes, donc qu'on ne voit pas encore, voilà. Donc ici, on voit ce qui se passe chez les adultes. Chez les adultes, par contre, on voit que la crainte d'être contaminé est à 5 sur 10, et que là, ça va être un facteur qui va venir impacter l'anxiété des adultes, alors que le fait de ne pas voir ses amis ou de ne pas voir sa famille, ça va moins les impacter que les enfants. La dernière barre, le travail scolaire, on voit qu'elle va être beaucoup plus significative chez les adultes que chez les enfants. Et là aussi, dans la mesure où je vous ai dit qu'on avait 70% d'étudiants, on peut se dire que le maintien du travail scolaire chez ces étudiants est une variable qui a vraisemblablement beaucoup plus impacté leur anxiété par rapport à ce qui a pu se passer chez les enfants de moins de 18 ans, en tout cas. Donc voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, on va s'intéresser à présent au type d'anxiété, donc au profil d'anxiété qu'on a pu observer dans chacun de nos groupes. On s'intéresse ici aux jeunes enfants, donc on avait 191 participants dans cette catégorie, avec à peu près la moitié de filles, pour un âge moyen de 5 ans. Et la manière dont le graphique est représenté ici, en fait, il s'agit du pourcentage de scores qui sont élevés, pathologiquement élevés dans l'échantillon. Donc on a 23% des enfants qui rapportent une anxiété générale à un niveau supérieur à ce qui est acceptable, supérieur aux normes. Et cette anxiété générale, elle était associée à la perte de revenus des parents. Donc, c'est particulièrement les enfants qui rapportaient avoir été confrontés à une perte de revenus à leur maison, dans leur maison, qui rapportaient de l'anxiété générale. Et donc, l'anxiété générale, on vous disait tout à l'heure que c'est quelque chose qui est plutôt associé aux inquiétudes, à l'anticipation anxieuse. L'anxiété sociale, L'anxiété sociale, elle était à 35%, elle était pathologique chez 35% des enfants, et c'est un type d'anxiété qui va augmenter avec l'âge et le niveau scolaire. Ici aussi, on peut se demander dans quelle mesure l'anxiété sociale, qui est plutôt normalement la peur d'être en représentation face à autrui, peut être impactée par les relations à autrui dans le contexte spécifique de l'évaluation dans le cadre de la pandémie. Alors, les TOC étaient, donc les symptômes plutôt de troubles obsessionnels compulsifs étaient présents chez 37% des enfants, sans données particulières par rapport à une variable qui viendrait l'impacter. Les peurs somatiques dans 29% de l'échantillon, et ça va être plus prégnant chez les enfants qui sont dans des niveaux scolaires les plus âgés. On parle ici d'enfants qui sont en maternelle et en début de primaire. Ce sont essentiellement les enfants de primaire qui vont manifester des peurs somatiques qu'on peut mettre en lien avec les craintes de contamination évoquées plus tôt. Et alors, près d'un enfant sur deux présentait une anxiété de séparation qui était trop élevée. Et cette anxiété de séparation, elle appartenait comme étant majorée chez les enfants de parents divorcés et qui étaient donc en garde partagée chez leurs deux parents. Chez les enfants, on retrouve un profil qui est relativement similaire avec l'anxiété de séparation que vous voyez ici présente chez 27% des enfants. Elle va ici diminuer avec l'âge, ce qui est quelque chose de logique. L'anxiété de séparation diminue logiquement avec l'âge, et donc elle diminue avec l'âge le niveau scolaire et le maintien du travail scolaire. Et cette variable maintien du travail scolaire est importante parce qu'on peut imaginer que les enfants qui travaillent à la maison travaillent vraisemblablement avec leurs parents, et donc peut-être le fait d'avoir le parent avec qui travailler, avec qui réaliser le travail scolaire, le fait de maintenir une routine, ça va réduire le risque de développer de l'anxiété de séparation. Alors, je ne vous ai pas présenté l'échantillon, mais donc on avait ici une petite centaine de participants, 45% de filles et un âge moyen de 9 ans.
L'anxiété généralisée était présente chez 11% des enfants, surtout chez les filles. L'anxiété sociale, 13%, et elle augmente avec le niveau scolaire. Donc, ce sont les enfants qui vont se rapprocher de 12 ans et du passage en secondaire qui vont à nouveau manifester de l'anxiété sociale. Symptômes de troubles obsessionnels compulsifs, finalement pas très représentés chez 6% des enfants, en lien avec un logement plus petit et chez les enfants qui n'avaient pas d'accès à l'extérieur pendant le confinement. On pensait que le fait de ne pas avoir d'accès à l'extérieur conduit à des pensées qu'il va falloir contrer avec des rituels comportementaux. Les symptômes de panique, ça c'est quelque chose qu'on n'observait pas chez les jeunes enfants, ce n'est pas mesuré, mais il s'agit donc ici de crises d'angoisse, d'impression, de sensations corporelles que l'enfant ne peut pas maîtriser, qui lui donnent l'impression de faire une attaque de panique. Et c'est quelque chose qu'on va également constater particulièrement chez les enfants qui n'avaient pas d'accès à l'extérieur. Donc ici encore, on entend l'importance du cadre de vie. D'autant que ce cadre de vie va également médier les 14% de scores pathologiques de dépression qui vont essentiellement être retrouvés chez les enfants qui n'ont pas d'accès à l'extérieur, encore une fois. Et donc un score total d'anxiété, quand on somme ces différents facteurs, qui apparaît pour être pathologique chez un enfant sur 10% des participants. Alors, concernant les adolescents, cette fois, on avait 140 participants, 65% de filles. Ça, c'est un facteur sur lequel je vais revenir. Mais entre les enfants, les ados et les adultes, on voit graduellement augmenter le ratio de jeunes filles qui vont finalement représenter la majorité de nos jeunes adultes, et un âge moyen de 14 ans et demi. Et ici, on va également observer les mêmes facteurs qui vont venir médier les troubles. Alors, ce que vous pouvez déjà observer d'un simple coup d'œil, c'est que les ratios augmentent très fort entre ce qui se passe chez les enfants et ce qui se passe chez les ados. Et notamment, notre anxiété de séparation, qui avait diminué entre les jeunes enfants et les enfants, elle va à nouveau augmenter chez les adolescents, où elle va être particulièrement présente chez les filles et chez les ados en garde partagée. Et paradoxalement, par rapport à ce qu'on observe d'habitude dans l'anxiété de séparation, elle va être de plus en plus importante avec l'âge. Donc elle est plus importante chez les enfants plus proches, chez les ados plutôt, plus proches de 18 ans, que chez ceux qui ont plutôt une douzaine d'années. L'anxiété généralisée et l'anxiété sociale sont toutes deux autour de 20% et augmentent avec l'âge, le niveau scolaire, et chez les ados en garde partagée, qui vont donc être particulièrement sensibles finalement à ces affects anxieux. On a un profil similaire pour les TOC et le trouble panique qui vont augmenter avec l'âge chez les filles, chez les ados en garde partagée, et un facteur qui nous semblait important, quand le jeune fait trop ou trop peu de travail scolaire. Donc on avait divisé la mesure du travail scolaire entre je ne travaille pas du tout pour l'école, je travaille 2 jours, je travaille 5 jours, je travaille 7 jours. Et ce qui semblait le plus protecteur, c'était le fait de travailler 5 jours par semaine et donc de conserver un rythme proche de celui qu'on a normalement pendant l'année scolaire. Finalement, la dépression, elle va augmenter avec l'âge et le niveau scolaire, encore une fois, chez les filles, chez les ados en garde partagée, chez ceux qui n'ont pas d'accès à l'extérieur et ceux qui travaillent tous les jours pour l'école. Donc ici, on entend à nouveau ces questions de variables qui vont sensibiliser l'ado à l'anxiété, notamment le fait d'avoir des parents qui sont séparés, le fait de ne pas pouvoir sortir et le fait de compenser éventuellement ça par du travail scolaire qui peut devenir un peu compulsif et qui va être lié à l'apparition d'affects dépressifs. Finalement, le score total d'anxiété, vous voyez qu'il était donc de 30%, ce qui veut dire que par rapport aux enfants où on avait un score d'un enfant sur 10 qui présente un score important d'anxiété, chez les ados, eh bien, on passe à 30%, donc un ado sur 3 qui commence à avoir des difficultés de gestion de l'anxiété. Finalement, chez les jeunes adultes, là, nous avons 493 participants et donc 75% de femmes. Cette fois-ci, vraiment une grosse dominance de jeunes femmes dans notre échantillon et un âge moyen de 21 ans. Et si on vous disait qu'on a mesuré 3 gros facteurs qui sont la dépression, l'anxiété et le stress, et donc la dépression était présente chez 62% de ces jeunes adultes et elle était accrue chez ceux qui disposent d'un logement plus petit. L'anxiété accrue chez les femmes, les travailleurs et ceux qui ont été confrontés à la maladie, présente donc chez 65% des jeunes adultes. Et elle va s'opposer au stress qui, lui, contrairement à l'anxiété, va plutôt être présent chez les étudiants. Et à côté de ça, chez les femmes et chez les jeunes qui ont été confrontés à la maladie. Donc ici encore, on entend un facteur commun qui est le fait d'avoir été confronté à la maladie, le fait d'être de sexe féminin. Et puis, on va voir que les travailleurs sont plutôt sujets à l'anxiété,
là où les étudiants sont plutôt sujets au stress. Finalement, la dernière mesure, c'est celle du stress perçu, où donc on demandait aux personnes dans quelle mesure elles avaient vécu les événements de ces dernières semaines comme étant menaçants et incontrôlables, et dans quelle mesure ça les avait affectées. Et ici, on observe que 91,8%, donc 92% des sondés, perçoivent un stress qui est important et qui ne va pas être corrélé aux mesures de stress de l'autre échelle, qui vont plutôt porter sur l'irritabilité et l'agitation motrice, donc les facteurs, on va dire, comportementaux du stress. Cette fois-ci, il s'agit bien d'une contrôlabilité qui n'est pas perçue chez 92% des sondés et qui va être associée à l'âge. Donc les plus âgés vont avoir davantage de stress perçu, et au genre, les femmes ayant davantage de stress perçu, ainsi que les jeunes qui ont été confrontés au virus. Donc à ce stade, je me propose de vous faire un peu une synthèse de ce que je viens d'évoquer pour chaque groupe d'âge. Donc ce tableau-ci est difficile à regarder, mais ce qu'il vous montre, c'est l'évolution finalement du type d'anxiété en fonction de l'âge, où on va voir en particulier, si on s'intéresse à l'anxiété de séparation, donc la barre à peu près au milieu, que l'anxiété de séparation est le type d'anxiété le plus présent chez les jeunes enfants, va diminuer chez les enfants pour ensuite remonter chez les adolescents. Là où, par contre, le trouble panique, lui, va augmenter de manière assez dramatique entre ce qu'on observe chez les enfants et ce qu'on observe chez les ados. Idem pour le score total d'anxiété. Vous voyez à la avant-dernière barre qu'on a un score total d'anxiété qui passe de 7 chez les jeunes enfants, 10 chez les enfants, 30 chez les jeunes adultes, chez les adolescents, pardon, et finalement 65% des jeunes adultes qui ont un score total d'anxiété pathologique. Même chose pour la dépression qui va passer de 11% chez les enfants, 32% chez les ados et puis 62% chez les adultes. Donc une vraie détresse psychologique finalement dans notre échantillon qu'il nous semble important de pouvoir aborder. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, les conclusions intermédiaires de ces résultats, donc de pré-test, premièrement, on peut s'interroger sur le rôle du genre, dans la mesure où on va voir que le pourcentage de filles augmente avec l'âge des participants dans notre échantillon, ce qui pose la question de l'intérêt de profiler finalement les symptômes selon le genre et éventuellement d'adresser des recommandations qui pourraient être plus sensibles au type de participants. Deuxièmement, un enfant sur 10, un ado sur 3 et 2 adultes sur 3 présentent un score d'anxiété élevé. Et ça, c'est vraiment une information qui me semble à la fois importante et inquiétante. Chez les jeunes enfants, les enfants et les ados, c'est l'anxiété de séparation qui est la plus présente. Et donc, ça souligne les préoccupations liées à la sphère interpersonnelle qu'on a pu aborder en début de présentation. Chez les ados, on va observer des affects dépressifs et des symptômes de panique qui relèvent de la sphère corporelle, ce corps qui inquiète. Les symptômes obsessionnels compulsifs vont être mis en lien avec la sphère cognitive comportementale, puisque les obsessions sont bien des pensées qui sont impossibles à neutraliser autrement que par des compulsions comportementales, compulsions qui peuvent être de l'ordre alimentaire, comme elles peuvent être également de l'ordre du surinvestissement scolaire. Chez les jeunes adultes, on a davantage de craintes en lien avec la contamination et le stress perçu est supérieur au stress ressenti, ce qui nous évoque un état d'impuissance en lien avec la situation Covid que les jeunes ont pu ressentir avec plus d'acuité. Et finalement, on postule que l'anxiété peut engendrer des affects dysphoriques, des regrets et des ruminations dépressives, ce qui justifie la corrélation avec le score élevé de dépression observé dans les tranches d'âge où la dépression était mesurée. Il nous semble particulièrement intéressant d'évaluer des variables comme les rencontres sociales, la taille du logement et le maintien d'un rythme dans le travail scolaire qui doit rester normal, parce que ces différentes variables, finalement, traduisent la routine qu'il faut maintenir pour éviter l'anxiété. Chez les enfants qui sont en garde partagée, qui ne peuvent pas voir leurs deux parents comme ils le souhaitent, qui ont moins de rencontres sociales, qui vivent dans des petits logements et qui travaillent trop pour l'école, on va avoir beaucoup plus d'affects anxieux qui vont ressortir. Notre conclusion intermédiaire est également qu'il est probable que le confinement ait démultiplié l'anxiété dans une catégorie particulière de jeunes qui sont des jeunes sensibles à l'anxiété. Et ça nous amène à postuler également un risque accru en cas de reconfinement. J'allais dire en ce moment de reconfinement, mais on ne peut pas encore le dire. Donc on n'est pas encore reconfiné, mais c'est vrai que les mesures qui réémergent actuellement réveillent finalement, enflamment une nouvelle fois l'anxiété chez les jeunes qui y sont prédisposés. Je vais à présent passer la parole à ma collègue Justine Gog pour vous présenter les résultats liés spécifiquement au site web. Merci.
Alors, on évoquait avec les propos de ma collègue l'idée de résultats de pré-test, puisqu'on a eu une autre étape en juillet, celle de pouvoir se réadresser aux usagers du site pour leur demander comment ils s'étaient saisis de ce site, comment ils l'avaient utilisé, avec quelle fréquence, et puis avec quel profit, au fond, une véritable enquête de satisfaction. Alors, vous voyez que par rapport au nombre de répondants dont on vous a parlé, pour la première démarche, celle de l'utilisation du site, on a un nombre beaucoup plus restreint. Hein. On a 14 jeunes enfants et parents, 4 enfants, 9 adolescents et 48 jeunes adultes qui ont répondu à cette étape. Et on a tout de même quelques résultats pertinents, puisque quand on questionne sur l'utilité perçue du site web, l'utilité perçue est majoritairement, en tout cas va être plus forte pour 2 tranches d'âge particulières, celle des parents de jeunes enfants et des jeunes enfants qui peuvent se positionner. Quand vous regardez les chiffres du côté des jeunes adultes, des enfants et des adolescents, l'utilité perçue du site était toutefois moins importante. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se déploie derrière ce résultat. Un autre constat essentiel à cette étape, c'est que l'utilité perçue du site était plus forte chez ceux qui se considéraient comme étant très anxieux, en tout cas relativement anxieux, comme si cet outil venait davantage répondre chez eux à un besoin. On s'est intéressé aussi à la façon dont les usagers ont pu utiliser, consulter nos ressources, et une donnée assez interpellante, c'est celle que tout le monde, en fait, n'a pas franchi cette première étape de l'information. On a des participants qui se sont tous testés, qui ont tous reçu un feedback sur leur anxiété, mais qui ne sont pas tous allés beaucoup plus loin dans l'utilisation des ressources. Parmi les participants qui ont eu de l'information, vous le voyez, pour la psychoéducation sur l'anxiété, c'était les 3/4 des adultes et 38% des enfants. Et du côté de l'émotion, eh bien, on avait 58% des adultes et moins de la moitié des enfants qui avaient lu l'information. À ceux qui avaient lu l'information, on a demandé évidemment si cet outil a aidé, et vous voyez que la réponse majoritaire pour les 2 groupes, c'est un peu. Les enfants et les adultes répondent tous les 2 un peu. On n'a pas de grande différence entre ces 2 cohortes. Quand on leur demande finalement un avis plus qualitatif, au-delà de cette évaluation plus standardisée, plus mécanique qu'on leur avait demandé, on leur a proposé de laisser des verbatims. Et certains nous disent que c'était peut-être pas tout à fait drôle ce qu'on a voulu faire. Peut-être aussi que le manque d'interactivité de l'information donnée a pu compter, plus de vidéos peut-être. Donner aussi des exemples, et certains participants étaient demandeurs. On a parlé de l'absence de contacts sociaux, en tout cas de leur réduction. Certains participants auraient beaucoup apprécié avoir des sessions pour discuter avec nous ou avec d'autres participants et recevoir également des témoignages. Comment les autres ont fait dans cette situation pour gérer leur anxiété. On s'est aussi intéressé à la façon dont les exercices de gestion de l'anxiété, au-delà de la psychoéducation, ont pu être utilisés. Et on leur a demandé, pour ceux qui les ont testés, ce qu'ils ont préféré. Alors vous voyez 3 types, la relaxation, la respiration, la méditation. On n'a pas de grande différence entre les 2 groupes. Toutefois, les adultes montrent quand même une certaine préférence vers des exercices de type relaxation. Les participants ont pu nous dire que ces exercices singulièrement de relaxation, de respiration, seraient les outils qui peuvent le plus améliorer la vie des gens. D'autres parents nous disent c'est dommage, moi en tant que parent j'ai trouvé que c'était vraiment bien cette affaire-là, mais mes enfants n'ont pas apprécié. Alors comment le comprendre? Il y a sans doute beaucoup de pistes, mais en tout cas une certaine divergence entre nos 2 cohortes, bien qu'elle ne soit pas pleinement significative. Alors, après cette première étude sur le retour de nos participants, on est en droit de se poser une question. Est-ce que c'est un outil qui était utile? Alors, une réponse nuancée, oui, si les parents perçoivent clairement l'intérêt de l'outil. Au fond, si cet outil leur donne l'impression d'avoir des effets visibles dans leur vie de tous les jours, c'est un outil qui a pu être considéré comme profitable. Toutefois, on s'adresse tout de même à un certain nombre de critiques, notamment autour de l'ergonomie. Un site internet n'est pas forcément
une solution la plus simple à manipuler pour tous nos utilisateurs, et peut-être qu'en termes de structuration de nos propositions, il conviendrait de travailler davantage. De la même manière, certains contenus ludiques pourraient être présentés de manière beaucoup plus attractive pour les enfants. Et puis, on est face à un effet aussi inattendu. Vous avez vu, ma collègue vous a présenté des taux d'anxiété finalement assez importants, en tout cas interpellants à cette étape. Et on a essayé de comprendre pourquoi finalement les participants, après cette première évaluation, n'étaient pas tous allés plus loin au-delà de l'ergonomie du site. Pour les taux légers d'anxiété, de stress, de dépression, on a l'impression que pour certains patients, le fait de recevoir un feedback qui soit un feedback établi sur la base d'une certaine norme scientifique, puisque c'était le mandat dans lequel on se plaçait, avait sans doute permis aussi de retrouver une certaine normalité, de recevoir un retour rassurant. Oui, vous êtes anxieux, mais vous êtes anxieux un petit peu. Et peut-être vous pouvez faire quelques exercices, mais en tout cas, on n'est pas encore dans quelque chose de pathologique. En situation de Covid et devant cet aspect tout à fait inhabituel et déroutant, peut-être que déjà cette idée de pouvoir se tester, de pouvoir demander quelque part indirectement un avis sur son niveau d'anxiété par rapport aux autres, c'est déjà une démarche assez intéressante. Autre constat, les adultes apprécient plus le site que les enfants. Alors, c'est très bien et on a l'adhésion parentale dans un grand nombre de situations, mais une fois encore, ce contenu plus ludique et cette diminution du texte à lire, cette possibilité qu'on offrirait aux enfants de pouvoir utiliser le site davantage en autonomie serait une bonne idée. Et puis, les enfants qui sous-estiment l'intérêt du site, les parents nous disent j'ai l'impression que ça a été utile, les enfants peut-être un peu moins, nous font nous questionner qui est le meilleur interlocuteur, alors l'usager, l'enfant sans doute, mais peut-être que pour des jeunes enfants, des enfants, passer par les parents, ça reste aussi une bonne idée pour pouvoir accompagner l'anxiété de l'enfant. Je vais vous présenter maintenant 3 perspectives brièvement, puisqu'on a pour projet de faire évoluer les choses. Alors, le premier groupe de perspectives, ce sont des perspectives technologiques. On a le souhait de faire évoluer le site, vous l'avez entendu, la lisibilité du site, la façon de pouvoir proposer les choses. On a fait ça pendant le confinement avec des moyens tout à fait limités, un manque de temps, mais ce n'est pas pleinement satisfaisant. Et on évoque la transformation de ces contenus en application. Alors l'application, smartphone, tablette, a beaucoup d'avantages. Et ces avantages passent notamment par le fait d'avoir accès à une expérience davantage personnalisée. Pouvoir créer son profil utilisateur, suivre son niveau d'anxiété, pouvoir retrouver des ressources assez facilement, comparer les scores d'une fois à l'autre, avoir aussi accès seulement aux ressources qui nous intéressent par rapport à notre profil, c'est sans doute quelque chose de plus facile, de plus léger pour l'utilisateur. On pourrait aussi travailler avec des notifications. Vous connaissez ces formats qui viennent vous rappeler que peut-être ce serait bien d'aller vous connecter, de marcher un peu, de vous lever, ça fait trop longtemps que vous êtes assis. Bien travailler avec ces notions aussi pour inciter les utilisateurs à retourner régulièrement vers les ressources. Autre point qui nous semble important, l'évaluation, et une fois encore, on a un peu bricolé tout de même avec cette histoire, l'évaluation finalement était découplée du site. Il fallait d'abord se faire évaluer, on recevait un mail et puis il fallait retourner vers le site. C'était peut-être pas si simple pour les utilisateurs. Avec une perspective application, on pourrait avoir l'ensemble de ces dimensions dans une unité beaucoup plus fluide pour les sujets. Bien sûr, lancer cette application, cette évaluation, c'est aussi tenir compte de l'avis des usagers et probablement partir dans un processus dans lequel on va pouvoir proposer des itérations, des essais et des corrections. Deuxième type de perspective, l'évolution du contenu. Évidemment, les ressources à disposition ont été jugées plus ou moins efficaces, pertinentes, attirantes par les usagers. Mais on pense à plein d'autres ressources qui pourraient être pertinentes. Des outils de suivi journalier, des outils aussi pour gérer la crise. Qu'est-ce que je fais quand je me sens très fort angoissée à un moment? Est-ce que je peux avoir accès à un outil qui soit un outil qui me soulage au moment où je suis en train de vivre cette émotion désagréable? On pourrait aussi utiliser des éléments plus dynamiques, des vidéos, des sessions live, des conseils de lecture. On est en train de développer ce champ. Cela va de pair, évidemment, pour nous, avec une réflexion méthodologique autour de la validation.
Il est hors de question de pouvoir jouer aux apprentis sorciers sans essayer d'avoir un certain nombre de données qui soient fiables et qui nous permettent d'avoir de l'information qui ne soit pas juste une appréciation tout à fait subjective. Et puis cette question des ressources spécifiques pour les adultes, vous l'avez entendu, nous questionne énormément. Dernier point, et c'est un point qui, je crois, nous réunit aujourd'hui, cet après-midi, c'est intégrer cet outil à une démarche de réseau. Au fond, l'OMS plaçait le self-care comme un enjeu important et il nous semble fondamental de pouvoir le réfléchir avec les professionnels de réseau. Ce n'est pas un outil qui vient à la place d'eux, c'est un outil qui vient sans doute avant quelque chose, avant même une intervention de première ligne, pour pouvoir avoir déjà un premier accès, pour avoir des premières informations, une première évaluation sur son état et recevoir un feedback qui va pousser aussi à aller consulter. La réflexion éthique, on l'a eu dès le départ de ce projet en se disant mais si on teste des gens qui sont très anxieux, très déprimés, on ne peut pas les laisser comme ça. Et des ressources étaient mises à disposition pour permettre aux sujets, qu'ils soient français, qu'ils soient belges, qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils soient francophones, de trouver des listes de structures ou en tout cas les moyens de contacter les professionnels autour d'eux. Il y a peut-être d'autres stratégies complémentaires que nous devrions développer pour être bien certains que nos usagers soient en sécurité. Et puis, au-delà de la crise sanitaire, Home Stress Home est né du confinement, et je pense qu'on n'aurait pas fait ça s'il n'y avait pas eu le confinement. On aurait fait sans doute d'autres choses, mais on a envie de pérenniser cette démarche parce que les niveaux qui sont rapportés sont certes liés au confinement, mais quand on réinterroge nos sujets après le déconfinement, c'est pas si simple que ça. Il y a sans doute de la souffrance aussi qui devrait être accueillie peut-être avec ce type de dispositif dans d'autres contextes. C'est aussi intégrer cet outil, réfléchir avec vous, recevoir des témoignages, des échanges, mais finalement, qu'en disent les psys qui ont eu accès à l'outil, qu'en disent les enseignants, qu'en disent les éducateurs, on a commencé à discuter avec pas mal de collègues et à chaque fois, ces retours nous enrichissent. Je terminerai sans doute en vous demandant, puisque ça va être le moment des questions à 1 minute près, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui et finalement, comment on peut faire évoluer les choses ensemble. Je terminerai aussi en remerciant l'ensemble des collègues. Je ne sais pas si vous avez été, comme nous, tout à fait séduits par le graphisme. On a eu des gens formidables qui ont travaillé avec vous, avec nous, qui ont pu développer des petits personnages, une ambiance agréable. On a aussi des collègues chercheurs qui nous ont aidés à choisir les outils, à pouvoir aussi analyser les résultats. Et c'est en équipe qu'on a pu avancer dans ce domaine. Donc, merci tout particulièrement à vous. Et voilà, on se retrouve avec la page d'accueil de notre site et j'imagine qu'on va maintenant laisser la parole à nos collègues. Merci. Je vous invite à poser les questions dans le chat. Si vraiment vous voulez prendre la parole, parce que c'est plus facile de le partager oralement que par écrit, parfois c'est plus simple, il y a au-dessus du chat une petite main bleue. Et donc levez la main et comme ça on peut activer votre micro. Il y a une première question. Quelle différence faites-vous entre anxiété et stress? C'est pour toi, Laurence? Vas-y, Mandy, tu fais ça bien. Et donc, en fait, la dimension anxiété, c'est... Alors, il y a plusieurs choses à distinguer. Donc, le stress, c'est au moment même, c'est le vecteur d'activation physiologique qu'on ressent quand on est confronté à un événement anxiogène. Donc, ma caméra est coupée. Donc, quand on est confronté à un stresseur, comme peut l'être une maladie, une situation imprévue, c'est un stresseur et donc ça évoque dans l'organisme du stress. Quand ce stress est mentalisé, la mentalisation est ce qui prend le nom d'anxiété. Donc l'anxiété est un grand chapeau en dessous duquel on va retrouver un stress qui se manifeste à un niveau physiologique, notamment par de l'irritabilité. Et alors par irritabilité, on entend l'humeur, mais également l'irritabilité de l'organisme qui devient irritable, susceptible à l'énervement. Et puis la dimension cognitive de l'anxiété qui sont les pensées, les inquiétudes, les ruminations. Dans le langage courant, c'est vrai qu'on va souvent avoir tendance à utiliser le mot stress pour désigner des états qui sont transitoires, là où l'anxiété va plutôt désigner ce qui est pathologique et perdurant. Mais dans notre terminologie à nous, c'est cette distinction-là qu'on va faire entre l'anxiété qui est plutôt d'origine cognitive et le stress qui est plutôt somatique et physiologique. Merci. J'espère que c'est clair.
Comment pourriez-vous faire en sorte que l'utilisateur du site puisse être relayé vers un professionnel? Et donc là, ce qu'on a fait au niveau du site, c'est lister les points de contact de première ligne. On n'a pas listé directement des adresses ou des noms de professionnels parce que d'abord, c'est des listes qui sont changeantes et donc il faut rester évidemment up-to-date par rapport à ces listes. Et puis, on n'avait pas envie de les diriger spécifiquement vers certains professionnels et pas d'autres. Par contre, il existe une série de structures d'aide de première ligne qui, eux, disposent des contacts plus précis. Et donc, c'est ce qu'on offrait au niveau du site. On avait un logo bouée de sauvetage sur lequel on pouvait accéder à l'ensemble de ces ressources. Et alors ensuite, au niveau des questionnaires d'évaluation, à la fin du questionnaire d'évaluation, les gens recevaient un feedback. Et si le niveau d'anxiété ou de dépression était élevé, eh bien, vraiment, on les encourageait à prendre contact avec un professionnel et aller voir ces adresses et ces listes de ressources disponibles pour aller vers un professionnel. On avait même ajouté une mention pour les niveaux d'anxiété non pathologiques. Avec cette petite mention qui clôturait le feedback, finalement, au vu de ce que nous évaluons, il n'y a rien de très inquiétant. En tout cas, on est en deçà des normes. Mais si vous êtes là et que vous vous posez des questions, peut-être que c'est toujours une bonne idée d'aller voir un professionnel et de pouvoir continuer cette démarche que vous venez d'initier avec le site. Donc, même pour les usagers non pathologiques, ce message qui était de dire on ne remplace pas les professionnels de première ligne, on est là pour apporter un support, un premier lien peut-être avec ces questions que vous êtes en train de vous poser. Ça nous a semblé en tout cas important de le mentionner pour tous les sujets avec des scores pathologiques, évidemment, le message était plus catégorique. Vous pouvez utiliser les ressources, mais avec les niveaux d'anxiété et de dépression qu'on est en train de relever, attention, ça risque de ne pas suffire. Et là, on vous incite plus fortement à trouver ces relais autour de vous. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà, je voulais juste encore une fois, au nom de Réseau avec H, mais souligner l'intérêt vraiment d'avoir un site qui est destiné immédiatement à l'usager, à l'enfant, à l'adolescent, au jeune adulte. C'est quelque chose qui est vraiment très, très précieux et qu'il faut, à mon sens, pouvoir garder à l'esprit tant qu'on peut. Merci pour cette remarque. Alors, c'est vrai que dans ce qu'on a présenté, effectivement, moi, je vous ai dit qu'un enfant sur deux, un jeune sur deux se disait plus anxieux depuis le confinement. Mais donc, ça veut dire que pour un sur deux, soit l'anxiété était déjà présente avant le confinement, soit elle n'est pas perçue comme étant distincte, mais par rapport aux chiffres que je vous ai présentés et qui sont pour le moment à confirmer parce qu'on a un biais de sélection. Bien sûr, les jeunes qui viennent sur le site se sentent anxieux, donc on n'est pas en train de dire qu'un jeune sur trois dans la population générale souffre d'anxiété, mais bien qu'un jeune sur trois qui en tout cas se sent anxieux bénéficierait effectivement d'une prise en charge parce qu'il est dans des catégories de score qui le pointent comme étant à risque. Alors, en ce cadre-là, c'est vrai que l'idée de pérenniser le site web, même en dehors d'un contexte de crise comme celui du Covid actuellement, nous semble importante parce que si l'outil se pérennise et s'offre à disposition des personnes qui souffrent d'anxiété et qui peut-être n'ont pas le bon interlocuteur pour en parler ou qui ne sont pas au bon endroit ou pas encore prêtes à le faire, alors à ce moment-là, le site peut servir de détecteur précoce, d'orientation, et il peut être enrichi dans ce sens-là. Ce que nous, on a conçu pour le moment et qui est un outil, oui, comme l'a dit Justine, construit un peu dans l'urgence de répondre à un besoin qui se posait dans le contexte de crise, c'est quelque chose qui, je pense, existe en permanence. Donc, je pense qu'en permanence, il y a des jeunes qui se sentent anxieux et qui ne savent pas où trouver les ressources. Il y en a plein, en réalité, sur le web. Et c'est un élément qu'on n'a pas évoqué ici, mais on a pris le soin de créer des boîtes à outils pour chaque tranche d'âge, dans lequel on a référencé tous les liens, tous les sites, les petites vidéos, les capsules, les audios, où on peut trouver finalement de l'aide quand on ne se sent pas bien, avec de l'explication sur c'est quoi la dépression, c'est quoi la différence entre stress et anxiété, etc. Donc, on avait vraiment cette volonté d'aider l'utilisateur et c'est notre objectif maintenant, c'est d'utiliser les feedbacks qui nous reviennent, que ce soit des utilisateurs ou des collègues, pour améliorer les choses en réalité.
Merci. Il y a une question. Par le libre accès aux échelles d'anxiété sans un interlocuteur professionnel, ne craignez-vous pas une utilisation erronée? Je ne sais pas ce qu'on pourrait entendre du côté d'une utilisation erronée, parce qu'un grand nombre d'outils d'évaluation de l'anxiété, à dire vrai, sont déjà disponibles sur Internet. Et je pense que quelqu'un qui voudrait déjà tester son anxiété peut aujourd'hui le faire. Donc je pense qu'on ne dévoile pas ici une vérité qui serait par ailleurs cachée ou des outils que personne n'aurait jamais pu voir et n'aurait jamais déjà pu consulter dans une démarche volontaire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de pouvoir englober cet accès à cette ressource, qui une fois encore existe, par ailleurs, si quelqu'un cherche, il va le trouver, mais de l'englober dans une démarche qui soit une démarche explicative, qui soit une démarche d'accompagnement et une démarche qui permette vraiment de trouver une consultation spécialisée. C'est vraiment notre idée de pouvoir concevoir cet outil comme une première étape vers autre chose pour certains. Et donc, de donner le maximum d'informations aux usagers pour pouvoir être aussi acteurs de cette démarche-là. C'est pas si simple de dire qu'on est anxieux, on a parfois besoin aussi d'avoir des jalons. Ça peut être une première étape avant autre chose. Et de donner des jalons sécures nous a semblé être une démarche importante, en tout cas dans un contexte où l'accès aux professionnels a été compliqué. Et peut-être qu'on n'aurait pas franchi ce pas de cette manière-là si le confinement n'avait pas existé et si on n'avait pas entendu les retours aussi de nos collègues qui disaient que c'était très compliqué, qu'on avait du mal à avoir des consultations, qu'il y avait des suivis qui avaient dû être interrompus et que tout le monde faisait comme il pouvait aussi à ce moment-là. C'était proposer une approche complémentaire, sans doute différente, nouvelle, mais qui aussi donne une information au sujet sur là où il en est par rapport à ce phénomène. Et qui permettent de faire la part des choses entre ce qu'il est normal de ressentir à cette période très étrange et ce qui pourrait relever d'autres choses alors. Je crois que c'est surtout ça l'enjeu de l'évaluation qu'on a proposée. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on a eu des retours plus spécifiques d'étudiants suite à l'utilisation du site qui nous disaient moi j'ai toujours eu l'impression d'être anxieux, mais je pensais que c'était normal en quelque sorte. C'était ma façon de vivre, c'était ma façon d'appréhender les choses. Et en mettant des mots, en mettant des explications, ça leur a permis de dire oui, parce qu'à l'université, on a des possibilités de suivi psychologique et donc on a des structures qui sont en place pour aider les étudiants. Mais pour que l'étudiant franchisse cette étape, pour qu'il aille vers une aide, eh bien, c'est juste l'outil qui permet de s'évaluer, de dire attention, là quand même, vous êtes sur un seuil dangereux. C'est le moment de vous tourner vers des professionnels. Et dans ce cas-là, je pense que ça a vraiment été utile. Et à l'inverse, probablement qu'on a rassuré certaines personnes qui, au contraire, ont tendance à surévaluer leur anxiété et qui ont peut-être été un petit peu rassurées en se disant voilà, je suis anxieux, mais ça va, c'est pas encore trop grave. Donc, c'était un peu la démarche ici du site. Un dernier élément qui me semble également intéressant d'ajouter, c'est que les échelles qu'on a proposées sont des échelles qui évaluent le type d'anxiété et l'importance du niveau d'anxiété sur base donc d'auto-évaluation de la fréquence de comportement. Donc on n'est pas sur des dimensions intrapersonnelles, de personnalité ou sur des choses très sensibles où la personne pourrait avoir envie de mentir. Alors évidemment, elle peut mentir en complétant son questionnaire, mais auquel cas son feedback n'est juste pas valide. Mais on ne va pas poser de questions qui soient intimes ou qui soient susceptibles de heurter le fonctionnement de la personne. Ça va être combien de fois par semaine j'éprouve des angoisses au moment de dormir à l'idée de ne pas voir mon parent demain. C'est très concret comme question. Donc ce ne sont pas des questions qui me semblent perturbantes pour la personne dans la mesure où ce sont des comportements à quantifier. Et donc autant effectivement en tant que psychologue clinicien on utilise ces échelles et on débriefe avec les parents et avec les enfants, autant c'est cette démarche-là, comme le disaient mes collègues, qu'on a essayé tant bien que mal de substituer. Et pour autant, quand les personnes avaient des scores beaucoup trop élevés, le feedback qu'elles recevaient était aller consulter un professionnel parce que vos scores sont trop importants et il y a besoin d'un feedback professionnel.
Par contre, aussi, la fréquence était, ça m'arrive parfois de pleurer, ça m'arrive parfois d'avoir des impressions négatives, et bien là, on fournissait un feedback qui était pondéré. Donc, on n'était pas du tout dans des catégorisations de personnes, on ne leur accolait pas une étiquette. Les types d'anxiété, par exemple, n'étaient pas mentionnés dans le feedback. C'est des choses que moi, je vous relais ici, mais on ne disait pas aux personnes, vous souffrez d'anxiété de séparation, vous souffrez d'anxiété sociale. C'était beaucoup plus pondéré, précisément pour éveiller une conscientisation et sans mésutilisation de ce feedback. Et puis, ça a donné l'occasion dans les familles de parler. Et ça fait partie des retours qualitatifs qu'on a reçus des parents, parce qu'on a utilisé aussi des proches, des connaissances pour être testeurs aussi de l'affaire avant de lancer ce site pour le grand public. Et que ce soit ces gens qui ont testé ou d'autres après qui nous ont envoyé des messages, nous ont dit particulièrement dans l'échange avec les enfants, alors moins pour les ados et les jeunes adultes évidemment, mais dans ces tranches d'âge où la participation du parent était plus importante, de dire mais j'aurais jamais pensé questionner mon enfant sur ces dimensions. Gens qui ont pu nous dire j'ai découvert que mon enfant, c'est pas pathologique, mais avant d'aller dormir, il a besoin d'avoir des petits rituels qui le rassurent et de compter dans sa tête parce que sinon il a l'impression que ça va pas aller. Recevoir cette information-là aussi, ça a éveillé des discussions sur j'avais pas forcément réalisé que tu avais besoin de ça et comment peut-être je peux t'aider et discuter un petit peu autrement. Donc ça a aussi rendu un certain pouvoir, une certaine autonomie, je crois, aux usagers, que ce soit les enfants, les jeunes adultes ou aux parents, de remettre ces questions-là autour des émotions et de l'anxiété à l'œuvre et à circuler dans les familles. Je vois votre question sur les groupes d'âge supérieurs à 25 ans, élargir le site, mais évidemment, on y a pensé parce que on a même des usagers qui ont voulu tricher, dire qu'ils avaient 25 ans alors qu'ils en avaient 40, et c'est pas bien grave, mais il y a un besoin qui a été exprimé aussi par ces usagers. J'irai même plus loin en vous disant qu'on a bien pensé aussi qu'on n'était pas complètement inclusif et qu'on ne pensait pas aux sujets qui avaient des difficultés de lecture, qu'on ne pensait pas au public qui avait peut-être des particularités dans leur développement intellectuel et qui aurait peut-être besoin d'avoir des évaluations avec des pictogrammes, ce genre de choses. Donc on aimerait développer. Pour autant, on s'est donné aussi le mandat d'essayer de faire bien sur un territoire déjà assez large finalement. Gérer des évaluations en parallèle et des ressources adaptées à chaque tranche d'âge, c'était déjà un fameux défi. Donc oui, on aimerait. Maintenant, s'il y a un mécène dans la salle, n'hésitez pas, parce que vraiment, ce serait super. Mais ça nécessite aussi du temps, ça nécessite aussi de l'argent pour développer cette appli dont je vous parlais. On a répondu à des appels à projets pour pouvoir être financé de ce point de vue-là. On est en attente de réponses et de pouvoir trouver ces ressources-là. Mais oui, on aimerait élargir l'outil maintenant, peut-être en fonction des ressources qu'on obtiendra. Merci. N'hésitez pas les mécènes, je le dis. Merci. Pour clôturer la conférence d'aujourd'hui, déjà, j'invite tout le monde à aller faire un tour sur le site, du coup, quand même, d'aller voir comment il a été monté, comment il est conçu. Je pense qu'on peut vous contacter de toute façon si on avait des questions par rapport à ce site, etc. Voilà, c'est dessus. On a un sondage que Véronique va vous expliquer pour évaluer un petit peu la conférence d'aujourd'hui parce que voilà, on s'adapte, c'est assez neuf toutes ces conférences en visioconférence. Peut-être que ça, voilà, des choses qui marchent et qu'il faut garder et garder ce qui est positif de tout ça. Et donc, voilà, on a un petit sondage que Véronique vous explique et puis je reprends la parole pour clôturer. Tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on a préparé les différentes vidéoconférences de la semaine, au sein du groupe de travail, on avait quand même un questionnement qui était de l'ordre de oui, il y a plein d'outils qui sont très, très intéressants, mais est-ce qu'ils sont vraiment accessibles et disponibles aux personnes auxquelles ils sont le plus destinés? Et donc, la session de ce vendredi matin, mais Léonore, tu en parleras après, partira vraiment de cette question. Est-ce que ces outils sont suffisamment accessibles? Et donc, on vous propose, pour chaque vidéoconférence, un petit sondage que je vais vous lancer tout de suite. Par rapport à ce que vous pensez faire en termes d'utilisation de l'outil qu'on vient de vous présenter. Je vous le lance maintenant. Je demanderai simplement, si c'est possible, s'il y a des personnes qui cochent autre, de pouvoir commenter dans le chat. Alors, on vient de dépasser les 50% de votre temps.
Nous, on ne vote pas. Oui, donc les gens qui sont co-animateurs aujourd'hui voient les réponses. C'est très stressant, d'ailleurs. Oh, les résultats sont plutôt positifs, j'ai l'impression. Alors voilà, je pense que 23 personnes sur les 24 ont voté, donc je vais mettre fin au sondage et le partager pour que vous puissiez tous bien le voir. Voici. En principe, vous le voyez tous maintenant. Donc voilà, sur les différents participants aujourd'hui, 48% pensent l'utiliser dans leur travail, 83% pensent le diffuser auprès de collègues ou de partenaires, 48% comptent le diffuser auprès du public et 9% ne vont rien en faire. Voilà, je ne sais pas s'il y a une réaction qui est souhaitée de la part des intervenantes du jour. Nous sommes relativement satisfaits. Non, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour, éventuellement d'avoir ultérieurement des retours plus précis, notamment sur l'utilisation dans le travail, et comment les personnes envisagent cette utilisation dans le travail et qu'est-ce qu'ils auraient besoin justement pour que ce soit plus facile pour eux pour l'utiliser et qu'ils puissent participer à l'amélioration dans ce cadre-là, puisque vraiment, c'est aussi, nous, on a visé l'utilisateur, mais si on peut transiter par des professionnels pour l'utilisation, eh bien, c'est aussi très bien, mais peut-être qu'il faut alors penser un petit peu l'application autrement dans ce cas-là pour que ce soit plus fonctionnel, tout simplement. Oui, parce que pour le moment, comme on vous a dit, la personne remplit le questionnaire, puis reçoit un feedback. Et avec ce feedback, elle reçoit un mot de passe qui débloque le site. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait changer dans le format application ou dans les formats qui suivront. On a envie que la personne fasse cette évaluation parce que sinon, on ne sait pas très bien où placer le curseur et sur quelle dimension agir. Mais en même temps, on a peur que ce soit un frein de retourner sur le site, d'attendre le mot de passe et que, effectivement, les professionnels ne puissent pas utiliser des ressources, quand bien même elles pourraient être utiles. Je vous parlais tout à l'heure de la boîte à outils qu'on a compulsée. Il y a également ces audios. Ce sont des choses qui pourraient tout à fait être mises à disposition, mais pour lesquelles on aurait besoin de modifier un petit peu la structure du site et on est tout à fait disposé à le faire. Donc, effectivement, n'hésitez pas à envoyer des outils. Donc, il y a une question justement sur le mot de passe. Eh bien, il faut remplir le questionnaire. Et donc, si vous avez plus de 25 ans. Si vous avez moins de 25 ans, ça marche. Si vous en avez plus, non, il faut qu'on modifie ça. Il faut qu'on fasse un accès professionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. C'est faire un accès pour les professionnels, aussi sur mot de passe, pour que tout le monde n'aille pas télécharger tout plein de choses et qu'ensuite on perde le contrôle. Mais je pense qu'on va faire ça assez rapidement. Un accès professionnel sans passer par les questionnaires. Si. Voilà, déjà merci donc à Madame Gauck, Madame Riss, je ne sais pas si on prononce le S ou pas, donc voilà, je me attends. Et Madame Rossignol pour l'intervention aujourd'hui. Merci à toi Véronique pour l'assistance technique de l'après-midi. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Merci à tous bien sûr d'être venus, d'avoir écouté, en espérant vraiment que ce partage puisse vous servir professionnellement, voire personnellement. Ce serait super. Il y a demain à 9h30 une commission jeunesse en présentiel à Montigny-le-Tilleul qui est maintenue en présentiel, la salle étant suffisamment grande pour accueillir pas mal de gens. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ça vous intéresse et que vous n'y êtes pas encore inscrit. Et puis on parlait de vendredi à 10h qui est donc l'activité de clôture où on travaillera certainement, tu me dis Véronique si je me trompe, mais où on travaillera par groupe. Exactement. Pour discuter donc de ces outils, de leur accessibilité, de la manière dont vous pouvez les utiliser dans vos boulots, de la manière dont ça peut être utilisé dans le réseau. Je vous précise aussi, parce que je ne l'ai pas dit au tout début, que la conférence était enregistrée et sera disponible sur le site de réseau et puis vous sera certainement envoyé par mail aussi si vous voulez le revoir ou le faire voir par vos collègues qui n'ont pas pu être présents. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci encore à tous. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Et bon après-midi. Oui, c'est encore l'après-midi. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.
Voilà. Du Mandy. On a perdu Mandy, on a perdu Mandy. Attends, je mettais manuellement les dernières personnes en salle d'attente. Ah oui, bien joué. C'est vrai qu'on aime bien en général faire un petit débriefing avec Débriefer un petit avec peu. les différentes Bah oui. personnes. Oui, exactement. J'ai juste arrêté l'enregistrement. Parce que sinon-